Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour Dadopa Interviews. Ce soir, comme je le disais, on a avec nous Cédric Degbo. Bonsoir Cédric. Et Bonsoir Armand. merci d'avoir accepté l'invitation. Cédric, c'est le fondateur et le CEO de Rema Medical Technologies. Alors moi, c'est Armand Tamafo. Je suis le cofondateur et responsable marketing et communication de Dadopa. Et je le rappelle pour ceux qui nous découvrent, Dadopa, c'est une plateforme qui vise à servir les entrepreneurs en Afrique en les connectant à des opportunités, en les mettant en relation avec des investisseurs, avec des mentors. Et notre but, c'est également d'inspirer les entrepreneurs africains en partageant les success stories africaines, en mettant en lumière ceux-là qui font des choses positives pour le continent, ceux-là qui construisent, n'est-ce pas, l'Afrique de demain. Et c'est comme ça que nous avons pensé à Cédric parce que ce qu'il fait avec Rema est très positif et on pense que ça aura un impact majeur sur l'avenir de notre continent. Donc, Cédric, je le rappelle, tu es fondateur et CEO de Rema. Donc, c'est une startup que tu as fondée lorsque tu t'es rendu compte qu'en Afrique, l'une des principales causes de décès était liée aux erreurs médicales. Et donc, tu t'es dit, voilà, puisque les erreurs médicales, c'est une des principales causes, autant mieux mettre sur pied une plateforme qui allait permettre aux médecins de collaborer entre eux afin de réduire le nombre d'erreurs médicales qui sont liées à ces erreurs-là. Donc, déjà, la première question que j'aimerais te poser, c'est en tant que médecin de formation, comment est-ce que l'aventure a démarré? Quel a été le déclic de ton aventure entrepreneuriale? Déjà, je te remercie pour l'invitation, pour me donner l'opportunité de pouvoir juste échanger, voilà, et Un plaisir pour moi. à la fois avec toi et avec la communauté d'Adoupa. Merci à toi. Donc, Rema, ça a vraiment démarré en 2017, quand vers la fin de mes études, quand je finissais mes études de médecine, je suis tombé complètement fortuitement sur une étude en ligne comme ça, américaine, qui estimait les erreurs médicales en fait dans le monde, qui estimait en fait que les erreurs médicales représentaient la troisième cause de décès au monde. La troisième cause de décès. C'est pareil aux États-Unis. Oui, en fait, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en fait, tu ne verras jamais ça dans les statistiques. Dans les manuels, Pourquoi? Parce que c'est pas une maladie, en fait. Je vois. Donc, c'est pas une maladie. Donc, en fait, après les cancers et les maladies cardiovasculaires, ce qui vient directement, c'est les erreurs médicales. D'accord. Exactement. Donc, c'est pareil dans les pays développés. Donc, je me suis intéressé complètement, par curiosité, par simple curiosité, au cas de l'Afrique. Et le constat était plutôt alarmant également. Il y a plusieurs études, plusieurs experts qui estimaient justement que les erreurs médicales en Afrique tueraient plus que le paludisme et le sida réunis. C'est vrai, moi je n'étais pas au courant de ça en tout cas. C'est grave quand même. Oui, c'est une vraie problématique de santé publique, même selon l'OMS aujourd'hui. Et quand on va un peu plus dans le détail, on se rend compte que ces chiffres-là, en fait, sont dus premièrement au faible niveau d'information du médecin, et puis deuxièmement à l'isolement professionnel du médecin, qui est dû à deux choses. C'est-à-dire au fait que l'Afrique a un très faible taux de médecins par habitant. Donc, c'est pourquoi on est considéré aujourd'hui comme étant un continent à désert médical. Tout à fait. Exactement. Et deuxièmement, il y a la répartition inégale des compétences médicales sur le continent, avec notamment une forte concentration de certaines compétences médicales, en tout cas dans les zones urbaines, au détriment des zones rurales. Donc, ces deux problèmes, en fait, c'est ce qui explique, ces deux causes expliquent vraiment l'isolement professionnel des médecins et à l'origine de défauts dans les prises de décision médicales. Et c'est ça qui est responsable, voilà, des donc, c'est ça ton moteur, en tout cas. Donc, quand tu t'es lancé, c'était quoi la mission que tu t'es donnée? La mission, en fait, c'était d'améliorer la qualité des décisions médicales, justement, en rompant ce cercle vicieux de l'isolement professionnel du médecin. Donc, nous, on essaye de connecter tous les médecins exerçant sur le continent africain à travers cette application mobile-là qui leur permet de pouvoir collaborer en temps réel et puis s'entraider afin de pouvoir être plus utile et prendre de meilleures décisions pour le patient. Aussi simple que ça. Donc, alors, ton aventure entrepreneuriale, elle a commencé, je pense, à la fin de tes études. Est-ce que déjà avant de terminer tes études médicales, tu pensais déjà devenir entrepreneur ou c'est quand tu es tombé sur l'étude et là que tu as eu cette envie d'entreprendre? Non, j'ai toujours été
fait un problème solveur. J'ai toujours été quelqu'un qui aime créer, toujours fait preuve de créativité. Donc, déjà en 2015, j'étais encore étudiant en médecine. Et je ne pouvais pas m'empêcher de lancer, ça s'appelait dans le temps Afrique Opus. C'était une plateforme de promotion Afrique Opus. Ça n'existe plus aujourd'hui. Ça s'est soldé par un échec. Mais pourtant, c'était un business qui marchait bien. C'était en 2015. Je ne peux pas m'empêcher de lancer une plateforme de vente de musique en ligne et de promotion de la musique africaine. D'accord. Parce que tu te dis, tu es médecin, qu'est-ce que tu fous dans la musique? C'est que moi j'aime écouter la musique. C'était une passion, ouais, dans toutes les vies. Je vois, il y avait déjà la fibre là, il y avait déjà la fibre entrepreneuriale qui était dans toi. Donc, généralement, on ne sait pas. Donc, parfois, on lance des projets quand on est jeune, mais on ne sait pas que ces projets-là, voilà, ça, même si parfois ils ne réussissent pas, mais ça nous aide à capitaliser sur des projets plus tard. Parce que j'imagine que quand tu t'es lancé maintenant dans Rema, tu avais déjà une expérience entrepreneuriale qui t'a permis de comprendre certaines choses par rapport au business. Exactement. Exactement. C'est là où j'allais en venir. Donc, j'avais une première expérience déjà, un premier essai. J'étais un first-time entrepreneur dans le temps. Donc, j'ai fait des erreurs que je n'ai plus répétées justement quand il s'agissait de faire Rema. Absolument. Donc voilà, Rema, c'est vraiment ma deuxième réelle aventure entrepreneuriale qui a duré justement un peu plus déjà que la première. La première, c'était 2 ans, un an et demi, 2 ans, mais là, on est en train de faire 3 ans pour Rema. Donc, c'est déjà pas mal. C'est bien, super. Et aujourd'hui, c'est à peu près quoi le business model de Rema? Parce que je pense que sur la plateforme, il y a principalement des médecins. Est-ce que c'est les médecins qui payent? Comment ça se passe en fait? Comment est-ce que vous… Ok. Déjà, nous, on a une communauté de médecins aujourd'hui. Donc, déjà, en termes de milestone, on est à plus de 2000 cas médicaux aujourd'hui qui ont été résolus entièrement. Et là, je considère rien que les cas médicaux qui ont été résolus via la plateforme. Et on fait une communauté aujourd'hui de plus de 6000 médecins. On est un peu plus de 7000 aujourd'hui, qui viennent principalement des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment. Et donc, nous, notre modèle économique repose sur la monétisation de cette audience-là à travers un outil de marketing médical ou de communication médicale que nous mettons à disposition des organisations à but lucratif ou à but non lucratif qui ont un intérêt à communiquer avec les médecins d'Afrique. Donc, on a un outil qui permet de cibler précisément et puis de toucher les médecins qui exercent sur le continent. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi repose notre modèle économique. Et c'est ce qui fait vivre entre autres Rema aujourd'hui. Super. Donc, par exemple, aujourd'hui, si le ministère de la Santé au Bénin ou au Togo veut communiquer aux médecins de leur pays, ils peuvent passer via Rema, voilà, pour communiquer. C'est bien ça? Exactement. Magnifique. Voilà. Et alors, vas-y, tu disais. Et d'un autre côté, là, c'est vraiment notre modèle économique B2B, on va dire, parce qu'on on veut proposer également un autre modèle B2C dans les mois à venir aux médecins. Et l'une des questions également que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que vous arrivez à toucher les zones rurales, puisque en Afrique, c'est quand même les zones rurales qui sont les plus affectées par ce désert médical en Afrique, puisque là-bas, il y a peu de médecins. Je pense qu'il y a des zones où on a à peu près un médecin pour 10 000 personnes. Donc, dans les zones rurales où il n'y a pas de connexion, il faut quand même se connecter pour pouvoir utiliser l'application. Comment est-ce que vous pouvez toucher ces zones-là, en fait? Exactement. Et déjà, la problématique d'isolement, c'est vrai qu'elle est plus criade dans les zones rurales, donc dans les zones rurales, mais également dans les zones urbaines. En fait, on ne dirait pas, c'est contre-intuitif en fait, mais même en zone urbaine, la problématique se pose. Parce qu'il y a plein de médecins en zone urbaine qui sont seuls dans leur cabinet, qui sont démunis complètement en termes d'expertise et de ressources humaines et parfois ne savent pas à quelle sorte se vouer quand ils sont dans le doute. Pour en par la question qui est de savoir comment on se débrouille en zone rurale. C'est forcément compliqué parce que je me souviens, en février dernier, on allait dans le nord du Bénin faire une activité terrain intense, voilà, auprès des médecins du nord du pays et on a eu vraiment beaucoup de difficultés en termes de connectivité des médecins pour pouvoir déjà leur parler de la plateforme, les inscrire et puis dans l'usage. Donc ça,
C'est la première difficulté. Donc après, ça nous a amené à retravailler sur notre produit et le rendre le moins gourmand, on va dire, en data possible. En énergie. Donc aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne relativement bien, même en zone de faible connectivité. Je vois. Mais j'avoue qu'initialement, c'est magnifique en tout cas. C'est magnifique de s'adapter. C'est magnifique que vous ayez conçu une plateforme qui s'adapte voilà, aux réalités du continent africain. Parce que voilà, si c'était une plateforme où il fallait beaucoup de connexions, ça allait être un problème pour votre expansion. Quoi. Croissance. Exactement. Absolument, absolument. Donc, je le rappelle à l'audience, si vous avez des questions, essayez de les poser dans le chat. On va prendre un moment pour répondre aux questions de l'audience. Alors, Cédric, est-ce que à terme, vous envisagez de devenir une plateforme de téléconsultation? C'est-à-dire, est-ce que les personnes lambda pourront se connecter et pouvoir directement discuter avec le médecin? C'est un créneau qui ne nous intéresse pas, enfin, qui ne m'intéresse pas personnellement. Ouais. Pourquoi déjà moi, j'aime vraiment me mettre là où il y a de la valeur, là où l'entrepreneur, l'entreprise, je passe ma journée à dire aux gens qu'on n'est pas une ONG, même si ça peut donner l'impression, quand on dit Rema sauve des vies, ça veut donner l'impression qu'on est une ONG, mais on n'est pas une ONG. On fonctionne selon les codes d'une start-up, donc on est une entreprise complètement incorporée à but lucratif. Et donc, en fait, pourquoi moi, personnellement, je ne pense pas qu'on va se mettre dans un avenir proche, en tout cas, sur le créneau de la téléconsultation. Déjà, c'est difficile en termes de hyper réglementé. Oui, c'est très réglementé. Parce que déjà, moi, j'ai une vision des choses en tant que médecin et également une vision en tant qu'entrepreneur. Et je suis le genre de personne qui fait bien ses devoirs, on va dire, avant de se lancer dans quelque chose. Et je me rappelle quand j'étais en 3e année de médecine, j'avais voulu lancer une plateforme de prise de rendez-vous médical. Et la manière dont je voulais le faire, pour que ça soit vraiment simple, pratique, parce que je sais qu'il y avait un besoin. C'était pas possible. Enfin, c'était possible, mais ça allait être vraiment très, très difficile. Très compliqué. Moi, je tire un coup de chapeau à ceux qui sont dans ce domaine-là. Exactement. Et je sais même pas comment ils se débrouillent en termes de modèle économique. C'est juste impossible. En tout cas, de mon point de vue aujourd'hui, de pouvoir bâtir une société rentable et puis avec une croissance saine sur ce créneau-là aujourd'hui en Afrique, à mon avis. Et je tire un coup de chapeau vraiment aux collègues confrères entrepreneurs qui le font aujourd'hui. Notamment, je pense à Go Médical. Moi, je prêche pour ma paroisse. Donc, je parle des entreprises béninoises, bien sûr. Donc, il y a Go Médical qui est vraiment une plateforme de prise de rendez-vous médical, donc qui rapproche le patient du médecin. Il y a également Kia Médical qui fait de l'identité médicale universelle, donc également pour rapprocher le patient du médecin. Donc, je crois qu'ils sont vraiment plus outillés que moi et sauront mieux en parler. Mais moi, nous, en tout cas, on va se positionner sur ce créneau-là. Voilà. En tout cas, c'est assez dommage. C'est un autre métier, en fait. C'est un autre métier. C'est vrai que c'est quand même un autre métier. Mais je me dis quand même qu'en Afrique, on aura quand même besoin de ça, puisque vu qu'il y a très peu de médecins locaux, peut-être des médecins à distance pourront servir même les zones rurales si c'était possible qu'on puisse avoir davantage de personnes qui peuvent le faire, etc. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal intéressant, en tout cas. Alors, non, mais il n'y a pas de question sur le besoin. Le besoin, il est là. Maintenant, comment résoudre le problème afin que toute la population puisse la bénéficier, afin d'être, comment on va dire, en harmonie avec la réglementation dans tous les pays. C'est ça qui est compliqué parce que c'est quand même des données patients. Et moi, tout ce qui est garder données patients, je reste le plus loin possible. D'accord. Durant la pandémie de Covid-19, vous avez fait des actions avec le gouvernement, c'est bien ça. C'est-à-dire, vous avez mis à disposition votre plateforme gratuitement pour des gouvernements, pour communiquer auprès des médecins. J'imagine que cette période-là, quand même, a été aussi bénéfique pour votre croissance. Comment est-ce que cette crise-là a été bénéfique pour vous?
Ouais, bien sûr, c'est bien que tu tournes cette question, enfin la question dans ce sens, parce que la plupart Ouais. du temps, les gens disent, ben, Rema met gratuitement sa plateforme à Absolument. disposition. Donc, donc, il y a un côté ben, bénévolat dans la chose, mais Oh, ouais. évidemment, on peut pas nier aujourd'hui que ça a été plutôt une opportunité pour nous, Mhm. voilà, pour non seulement par plus patriotisme servir les gouvernements qui ont bien voulu faire confiance à notre solution, et Mhm. d'autre part pouvoir augmenter en fait notre taux d'usage et puis notre Mhm. taux d'acquisition, donc notre croissance en ce qui concerne les utilisateurs médecins. Je Donc, vois. on a connu une forte croissance ces derniers mois, depuis Mhm. avril notamment, Mhm. une forte croissance. Et puis, la plupart des sujets qui sont abordés sur la plateforme aujourd'hui tournent autour du coronavirus Mhm. et on a quasiment fait x2 pour tous nos chiffres. Mhm. Voilà. Quand tu prends le Wow. funnel, on a quasiment fait Wow. x2 à chaque fois, jusqu'au revenu. Incroyable. Voilà. Est-ce que, alors, Donc, et c'est quoi le conseil, c'est quoi l'apprentissage que tu as pu tirer de cette action-là que tu as réalisée? Est-ce que tu penses que c'est, ouais, dis-moi. je pense que l'entrepreneur, c'est avant tout un bon entrepreneur, on va dire. C'est avant Mhm. tout quelqu'un. Moi, je rêve qu'une autre fois, on puisse en parler concrètement de ce sujet-là, de Ouais, l'entrepreneuriat en soi, plutôt que de la absolument. télémédecine. C'est En tout cas, fatigant à un t'inquiète, moment donné. on aura l'occasion. Je C'est crois également, qu'un entrepreneur, également, c'est, c'est également l'occasion. En tout cas, si tu as des conseils pour entrepreneurs, n'hésite pas à les partager puisque l'audience qu'on a, c'est principalement des entrepreneurs. Donc, à tout moment, tu peux partager un conseil sur l'entrepreneuriat. N'hésite pas surtout. ouais. Ouais, ouais. Moi, je crois fermement qu'un bon entrepreneur profite. En fait, c'est quelqu'un qui sait être opportuniste, quoi. Parce Ouais, que ouais. c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué. Tout est contre toi tout le temps. Ouais. Donc, Tout. quand il y a une lueur d'espoir, quand il y a un angle de tir, il faut pouvoir être préparé, parce qu'il Mhm. fallait être préparé. Mhm. Et je ne sais pas par quelle alchimie, mais on était préparé. Le corona était venu à Ouais, point ouais, nommé juste pour nous, on au dirait, moment quoi. pour, Donc, c'est ça, en fait. donc on a su sauter sur l'opportunité. Et pour l'anecdote, en fait, Mhm. avant de prendre la décision de mettre à disposition la plateforme Rema et tout, Mhm. au, 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 au profit des gouvernements, Mhm. je me rappelle, j'étais au Togo, j'étais à Lomé. Donc, Mhm. j'avais fait un voyage à Lomé dans le cadre de notre implantation là-bas, pour faire un certain travail localement avec les médecins et puis voilà, nous implanter là-bas. Mhm. Je suis venu le matin, je crois, j'ai dormi, puis le lendemain, je suis revenu à Cotonou en catastrophe parce Ouais. que ensemble avec nos advisors, nos équipes et toute la décision, voilà, ben, on met cette plateforme à disposition Ouais, des gouvernements dans le c'est pas cadre du évident. coronavirus parce que ça va chauffer. Et justement, c'était le 16 mars. Et le 16 mars, tout le monde tombait en confinement l'un après l'autre. Et puis, voilà, Ouais. donc on a dû sursoir à tout ce qu'on faisait au Togo. Puis Mhm. on est revenu à Cotonou à la base Mhm. pour pouvoir voilà, Ouais. envoyer nos tentacules un peu partout. En tout cas, ça a été magnifique. Je pense que voilà, tu en as tiré une belle expérience et c'est le plus Oui, important. mais Absolument. ça continue, hein, ça continue, Quand je dis, on apprend toujours. alors, tu disais, ça a été comme comme si les étoiles s'étaient alignées. Je pense que c'est quelque chose qui est vrai parfois Exactement. dans l'entrepreneuriat. Parfois, tu as l'impression que c'est comme si l'univers s'était aligné pour toi à un moment donné. Et parfois aussi, tu as le Ouais. sentiment que tout ce que tu fais ne produit rien du tout. Et tu Même essaies souvent, de. en fait, c'est Ouais, souvent, ouais, tu as l'impression que exactement. tout ce que tu fais, ça donne rien Ouais, du tout. ça donne rien du tout. Et puis un jour, tu as la chance. C'est pour ça que la chance, voilà, c'est quand tu es prêt à pouvoir saisir l'opportunité, en fait. C'est pas uniquement. Parce que même si Exactement. on t'offre une chance et que tu n'es pas prêt à saisir l'opportunité, bah, la chance n'est pas, Exactement. elle va ailleurs. Et moi, comme tu parles de chance, là, je crois Mhm, fortement à la chance. Je mhm, pense que d'une certaine manière, on est tous. Mais le plus important, en fait, c'est de ne pas attendre la chance. Donc, il faut ouais, ouais, agir en attendant le bon moment, en attendant le bon timing, que les étoiles mhm, s'alignent. Donc, quand l'opportunité vient, il faut être prêt. Donc, il faut toujours être prêt pour saisir l'opportunité au vol. absolument. Voilà. Alors, pour revenir un peu au sujet de la médecine, pour revenir au Oui, sujet de c'est la ça. médecine, alors, tu disais que l'Afrique, c'est quand même un désert médical. Et d'après toi, c'est quoi les principales raisons pour lesquelles sur le continent, on a très peu de médecins? Est-ce que c'est parce que les gouvernements ne valorisent pas assez le travail des médecins? Est-ce que les écoles ne forment pas beaucoup de médecins? Toi qui es médecin, comment est-ce que tu vois la chose?
Euh, c'est le genre de débat Ouais, ouais, qu'il faut effectivement. mener, enfin sensible, on va dire, Uh-huh. parce qu'il y a forcément des réalités que moi, de mon point de vue, enfin, de ma position de médecin, je ne maîtrise pas. Donc, il y a certainement des réalités que les autorités sanitaires, donc les autorités gouvernementales ont, que Mhm. des contraintes qu'ils ont que moi je ne maîtrise pas en tant que médecin. Mhm. Et d'une part, et d'autre part, il y a des réalités, voilà, de Mhm. médecins que je vis comme mes autres confrères Mhm. aujourd'hui. Et pourquoi l'Afrique est un désert, enfin, toujours considéré comme un désert médical Mhm. aujourd'hui, pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a le Mhm. nombre de médecins qu'on forme chaque année, Bah ouais, il y a assez peu. qui est toujours à la traîne. Donc Mhm. voilà, ce nombre est toujours à la traîne dans à peu près tous les pays d'Afrique. Même si j'avoue que dernièrement, sur les 10 dernières années, Mhm. ça s'est enfin, beaucoup amélioré. On est passé de 1 médecin pour 10 000 habitants à Mhm. 2,7 médecins pour 10 000 habitants de Bah ouais. 2010 à Mhm. 2017. Mhm. Donc tu vois, ça a quasiment triplé. Donc il faut Mhm. reconnaître quand même qu'il y a un effort au niveau des gouvernements, des Mhm. facultés de médecine qui est fait dans ce sens-là. Mhm. Donc, premièrement, c'est vraiment, il faut en former plus, tout simplement. Il faut en former plus. Effectivement. Et pour en former plus, il faut plus de L'école, ressources, on va dire, ouais, de humaines ressources. en termes d'enseignants, en termes Mhm. d'infrastructures, de facultés de médecine, tout ça. Donc, ça, c'est des débats que moi, je ne suis pas forcément crédible ou, je sais pas, Mhm. la bonne personne, voilà, pour en parler. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment Mhm. les gens prennent les décisions et tout, mais Mhm. clairement, c'est sur la formation qu'il faut agir. Et c'est d'ailleurs ça que tous les pays ont fait depuis 2018 sur Mhm. l'impulsion de l'OMS pour pouvoir Mhm. compenser, en tout cas tripler le nombre de médecins qu'on fait Mhm. aujourd'hui. Je crois que d'ici les 10 prochaines années, donc d'ici 2027, on sera à peu près, on va dépasser le million de médecins sur le continent africain. Aujourd'hui, on est à Wow. peu près 400 000. Mhm. Donc d'ici 2027, on sera à 1 million. Donc il y a un effort qui est fait dans ce sens-là. Qui est fait. Donc tu Wow. vois, Je vois, on ne je peut pas vois. dire qu'ils ne travaillent pas. En tout cas, c'est tant de meilleur, Voilà. c'est tant de meilleur pour, pour l'avenir de la médecine en Afrique. Alors, Oui, c'est ça. donc tu penses que c'est cet isolement médical-là qui est la principale cause des décès liés aux erreurs médicales. Parce que moi, quand je Oui, vois ça un peu, je me oui. dis que quand même la médecine, c'est une science. C'est-à-dire qu'un médecin, il n'a pas fait d'erreur. Comment est-ce qu'un médecin fait des erreurs? J'arrive, j'arrive pas à Ah, comprendre comment. déjà, il faut dire, pour recadrer les choses, on parle beaucoup d'isolement professionnel du médecin, mais il y a pas que ça. C'est vrai Mhm. que c'est une cause majeure, mais il n'y a pas que ça. On va rassembler, déjà, on va dire, tous les problèmes de l'Afrique aujourd'hui dans le domaine sanitaire, on peut les catégoriser dans trois Mhm. groupes, peu importe. Mhm. Parce Mhm. que on peut les catégoriser dans trois groupes. Premier groupe, en fait, il y a la première catégorie, il y a l'absence en fait d'un système d'assurance santé, Mhm. donc de couverture sanitaire pour tout le monde, Mhm. de manière inclusive tout le monde. Donc, il y a ça qui est responsable en fait de comment on appelle du faible taux d'accessibilité, voilà, Mhm. de la population aux soins, parce que ça coûte Mhm. cher. Il n'y a pas d'assurance santé. Ouais, ouais. Deuxième catégorie, il y a la pénurie des professionnels de santé. Donc, une pénurie à la fois quantitative que Mhm. qualitative des professionnels de santé. Et donc, c'est sur ce créneau-là que nous, on s'est mis. C'est ça qu'on essaie de résoudre. Et troisième Mhm. catégorie de problème, il y a le manque d'infrastructures. Donc, Ouais, la ouais. faible densité des infrastructures Effectivement, sanitaires, d'accord. que ce soit en termes d'hôpitaux ou Mhm. en termes d'équipements médicaux. Donc, Mhm. les trois, en fait, Principal, c'est le trident principal des cause. problématiques sanitaires, voilà, Mhm. en Afrique aujourd'hui. Et quand tu Mhm. prends la pénurie de professionnels de santé, Mhm. je viens de démontrer comment c'est responsable de l'isolement et comment cet isolement-là peut entraîner les erreurs médicales et Mhm. notamment les erreurs de diagnostic. Diagnostic. Mais il y a le manque d'infrastructures sanitaires qui peut occasionner également Ouais, c'est des décès-là. erreurs médicales. Ouais, Donc, ouais. il y a des erreurs qui sont liées à l'organisation du système de santé même. Donc, le manque Mhm. de structuration, le manque d'organisation du système Mhm. de santé peuvent être source d'erreurs. Voilà. Mais dans le classement, ça vient après l'isolement, notamment en Afrique. Mhm. Mais par contre, en Europe, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il y a Ouais. les problèmes organisationnels et Mhm. après, il y a l'isolement. Alors qu'en Je Afrique, vois. il y a d'abord l'isolement, D'abord ensuite les isolement, problèmes ensuite il y a organisationnels. l'organisationnel. Exactement. Voilà. D'accord.
En Afrique, on a une grande. Hein? Et pour revenir sur ta question qui était, sur laquelle tu me chambrais un peu, pourquoi le Hein? médecin, Fais les aujourd'hui, il erreurs. est démontré que le taux de fiabilité de médecin, c'est à peu près de 60%. Waouh, 60%. Ouais, c'est à peu près, oui, c'est démontré. Et pourtant, et pourtant, on est vraiment bon. C'est juste que Mhm. l'être humain, C'est l'être c'est une humain. Il y a des machine jours, complexe. il y a des jours, il y a des problèmes. C'est Il y a des problèmes à la maison et c'est pas c'est évident. une Ouais. machine. Non, 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 ça n'a rien à voir avec Ça les n'a rien à problèmes à voir. la maison. Non, ça n'a absolument rien à voir. Mhm. La médecine, c'est une science, Mhm. mais c'est également un art. Mhm. Donc il y a le volet scientifique et le volet artistique de chaque médecin qui essaie enfin, de la médecine qu'il essaie de jumeler et Mhm. pour pouvoir, voilà, mieux répondre aux besoins, ou bien à la problématique de son patient. Et tout homme est faillible. Ouais, ouais, Par absolument. définition, le médecin a obligation de moyens, pas de Mhm. résultats. Hippocrate et ceux qui ont ça à la base n'étaient pas cons. C'est parce ils Mhm. savent bien la difficulté de la tâche. Donc, on essaye L'exercice de aussi. sauver la Oui, population du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a à disposition. disposition. Absolument. En tout cas, merci pour ta réponse. Tu m'as éclairé les yeux sur la question. Alors, Voilà. en Afrique, on a une culture de la médecine traditionnelle. C'est quelque chose qui est très ancien chez nous. On a ce qu'on appelle Ouais. les tradis praticiens. J'aimerais Ouais. savoir, toi qui as fait la médecine Moderne. moderne, quel est ton regard sur Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de viable? Vraiment? Est-ce que ça. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le genre de réponse qu'il faut que je donne sur Facebook. Non, non. Sois libre. En tout cas, c'est un plateau, voilà, pour, Non, non, euh, non. pour la liberté de Plus penser. sérieusement, Et pour, plus sérieusement, à titre complètement personnel et en tant qu'Africain, je pense qu'on a des valeurs ouais. au niveau de la médecine traditionnelle parce que les gens, ils vivaient bien. Hein. Mhm. De toute façon, ils mourraient pas plus qu'aujourd'hui, Absolument. nos ancêtres, quand il n'y avait pas encore la médecine moderne, la colonisation, la mondialisation, tout ce qui va avec. Donc, Mhm. il y a certainement des valeurs dans la médecine traditionnelle et aujourd'hui, il y a en tout cas dans plein de pays, où on essaye Mhm. de trouver des points de collaboration, en tout cas d'harmonisation entre Mhm. les médecins, enfin, Mhm. la médecine traditionnelle et puis la médecine moderne. Et le pays qui a réussi à bien faire ce pont-là, Mhm. et de très loin, c'est la Chine. Wow. On sait Ouais. aujourd'hui qu'en Chine, Mhm. la médecine traditionnelle chinoise est même au devant de la médecine moderne Moderne. en Chine aujourd'hui. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que les pays d'Afrique Peut s'inspirer peuvent dessus pour. s'en Mhm. inspirer, voilà, et puis essayer de capitaliser sur les connaissances dans le domaine de la Mhm. médecine. Et moi, je crois fermement. Pourquoi? Parce que j'ai vu des choses, j'ai vu des choses en tant que médecin que, Mhm. je donne bon, je sais pas si c'est un bon exemple. Donc, je la donne pas. C'est C'est bon. bon. Et Voilà. également, l'un Donc des, voilà, j'y crois, et puis, ouais, voilà. ouais. L'un des problèmes également que fait face le secteur de la santé en Afrique, c'est également ce qu'on appelle les faux médecins, c'est-à-dire que ce soit des gens qui vendent des faux médicaments qui sont périmés dans la rue ou euh, toi, comment est-ce que tu penses qu'on peut OK. résoudre ces problèmes en Afrique? Comment est-ce que tu Ah, penses c'est qu'on ça, on peut appelle résoudre ces faux médecin, parce que j'ai problèmes-là? jamais compris ce concept. Ah ouais, tu connais pas? Récemment, même Enfin, au je Burkina connais, je Faso, il vois y les gens a parler. récemment au Burkina Faso, je pense qu'il y a un groupe d'Algériens qui ont été arrêtés, qui ont été conduits en justice, voilà, pour des. Je sais qu'il y en a même qui font des opérations chirurgicales, qui vont jusqu'à opérer chirurgicalement les gens, pourtant ils ne sont pas déclarés comme Ah, médecins ben, opérants. Ça, c'est. là, je vois, je Ouais, comprends tu vois, mieux. c'est. Parce que autant je pouvais te définir clairement, j'avais une définition claire de ce qu'on appelle un faux médicament, autant je ne sais pas du tout ce qu'on appelle un faux médecin. Mais maintenant que tu m'as éclairé, Ouais. maintenant que tu m'as éclairé, sincèrement, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'on peut Mhm. faire contre ça? Il y aura Mhm. toujours, dans tous les domaines, Ouais, ouais, il y c'est aura comme quand toujours. il y a de bons pasteurs, il y a de mauvais pasteurs. Ouais, Il y a de bons médecins, il y a absolument. de mauvais médecins, il y a de Mhm. mauvais médecins, et il y a de bons médecins, il y a de mauvais médecins, il y a de faux médecins, comme tu viens de le dire. Donc, c'est dans tous les domaines. Il y a toujours des gens qui vont usurper l'identité d'autres personnes et se faire Mhm. passer pour ceux qui ne sont pas, enfin, ceux qui, voilà. Mhm. Donc, je sais pas, je crois que les autorités qui s'occupent de Ouais, qui ça doivent s'en sont charger beaucoup pour. plus intelligents que moi ou outillés que moi pour en Mhm. parler. J'ai aucune idée de comment faire. Aujourd'hui, comment est-ce que tu penses que
que la télémédecine, au sens le plus large du terme, peut contribuer à sauver des vies en Afrique? Déjà, c'est le seul rempart, on va dire, aujourd'hui. C'est la bouée de sauvetage, en fait, pour l'Afrique aujourd'hui, c'est la télémédecine. L'Afrique n'a vraiment pas le choix de se saisir de l'opportunité que représente la télémédecine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je viens de dire que peu importe le problème de l'Afrique, on peut le ranger, enfin, sanitaire de l'Afrique, on peut le ranger en 3 catégories. On peut prendre chacune de ces catégories et puis imaginer le coût financier, le coût en termes de ressources humaines, le coût en termes de temps que ça représentera de régler ces problèmes-là en dehors de la télémédecine. Et donc, c'est quelque chose qui peut prendre 50 ans encore. Et on serait encore en train d'en parler. Or, avec la télémédecine, même si on ne résout pas d'un trait jusqu'à la base ces problématiques-là, ça facilite, en fait, ça propose des approches de solutions à moindre coût moins coûteux et accessible aujourd'hui, plutôt que d'être attentiste et puis voilà d'attendre d'avoir les gros moyens, de monter des gros projets qui vont peut-être mourir. Avec la télémédecine, on peut résoudre les problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Je donne un exemple concret. Je disais tantôt qu'il y a l'absence d'un système d'assurance santé viable et puis inclusif en Afrique. Ben, aujourd'hui, on a les paiements mobiles, on a le mobile money aujourd'hui qui peut permettre aujourd'hui de décentraliser complètement les souscriptions aux assurances et aller même à des montants complètement forfaitaires où tous les foyers, toutes les petites, les foyers, on va dire les ménages, pourront voilà souscrire depuis leur maison à cette assurance maladie là et pouvoir bénéficier des soins en temps et en heure. Parce que la difficulté aujourd'hui qu'on a en Afrique, en tout cas avec les patients, c'est qu'on n'arrive pas encore, pour la majorité de la population, à dissocier le moment où les soins de santé sont administrés du moment où les soins de santé sont payés. Aujourd'hui, dans la plupart, 70%, 70%, 90%, en Afrique, il faut que les gens payent au moment où ils reçoivent les soins. Sinon, je vais pas dire avant d'être soigné, parce que quand on dit ça, les gens, ils exagèrent toujours avec et tout. Non, mais de toute façon, le paiement des soins est complètement associé à l'administration des soins. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas concevable au XXIe siècle. Il faut qu'on travaille à dissocier ces deux éléments-là pour que les gens puissent bénéficier des soins et puis payer après via les assurances. Et de la même manière, si on prend la deuxième catégorie qui est la pénurie comment on appelle ça, des professionnels de santé, voilà. Aujourd'hui, pour régler ça, on vient de dire qu'il faut former plus de médecins. Former plus de médecins, c'est structurellement compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir agrandir les universités, en construire, trouver des sur le long terme, en fait. Des trucs. C'est sur le long terme, donc c'est par définition très compliqué, alors que il y a un gap entre les besoins en soins de santé et puis le nombre de professionnels de santé disponibles. Et donc, par exemple, REMA permet en fait de pouvoir, enfin, je dis REMA, les plateformes de téléconsultation et autres permettent en fait de pouvoir un temps soit peu résoudre, même si ce n'est pas complètement à 360 degrés, un temps soit peu cette problématique, voilà, de professionnels de santé et puis d'accessibilité des populations aux soins. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on sait, et là, je rentre dans la troisième catégorie en même temps, quand on rentre dans le manque d'infrastructures sanitaires, d'équipements médicaux et tout ça, c'est qu'il y a une faible densité de ces infrastructures-là. Donc, il y a une distance élevée, une très forte distance entre les équipements de soins, donc les infrastructures sanitaires et les populations. Et en Afrique, on sait très bien que nos routes ne sont pas du tout. Nos routes sont ce qu'elles sont. Donc, imagine, la structure sanitaire est très loin, l'expertise médicale est très loin, et il faut que le patient se déplace sur des routes qui ne sont pas bonnes pour aller bénéficier des soins. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, avec la télémédecine aujourd'hui, on peut, un temps soit peu, résoudre ces problèmes. On ne peut pas attendre juste dire que, voilà, il faut qu'on fasse toutes les routes, il faut qu'on fasse toutes les infrastructures possibles avant de pouvoir. Donc, il y a des liaisons, des liens que la télémédecine peut créer aujourd'hui. Voilà. Et la télémédecine, ça part de la téléconsultation jusqu'à la téléexpertise, la collaboration de pair à pair que nous faisons aujourd'hui. Donc, voilà. Et on peut relier également les hôpitaux entre eux pour pouvoir collaborer toujours ensemble entre institutions.
Je vois, je vois. Voilà un peu concrètement, de façon bien expliquée, comment la télémédecine peut Mhm. changer la donne en Afrique. Absolument. Aujourd'hui, un entrepreneur lambda qui veut se lancer dans ce domaine-là, quelles sont les opportunités qu'il peut saisir? Je sais quand même que c'est un domaine qui est très réglementé. Voilà, Oui. c'est l'une des principales barrières pour toute personne qui veut se lancer dans le domaine de la santé. Quelles sont les opportunités que tu penses qui sont saisissables dans l'industrie de la santé en Afrique? Il y a plein d'opportunités. Hmm. Il y a autant d'opportunités que de problèmes et on vient d'énumérer les problèmes et je viens de Ouais, donner absolument. pêle-mêle des manières d'aborder ces problèmes-là. Maintenant, à chaque entrepreneur de voir Voir comment est-ce dans que. chaque catégorie, Mhm, qu'est-ce que lui peut craquer. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut mhm, d'abord savoir quelle problématique on résout. mhm, L'idée seule ne suffit plus aujourd'hui. Il faut résoudre un problème pour les gens. Sinon, on ne mhm. résolvait pas des problèmes pour nos clients aujourd'hui, on n'aurait pas de business model. Voilà. Absolument. Donc, il faut savoir quel problème on résout, on veut Mhm, résoudre pour les gens et pourquoi mhm, les gens ont ce problème. C'est cet exercice-là mhm. que les entrepreneurs, en tout Ouais, cas que d'avouer. moi j'ai eu la chance de rencontrer, ne font pas Mhm. souvent. Ils disent, Ouais. et puis voilà, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Ça marche pas comme ça. Tu dois te Mhm. poser la question, pourquoi il y a ce problème? Et tu Mhm. réponds au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, pour Quoi, monnaie le problème, parce qu'aucune problématique ne n'est là peut pour être rien, en fait. résolue, Ouais. voilà, ne peut être réglée d'un coup et en entier. Donc, il faut la Mhm. monnayer et voir sur quel levier de la monnaie, enfin, des pièces de problème que tu as eu, tu peux agir pour pouvoir changer la problématique. Si moi, je te disais que Réma, je sais pas, améliore la qualité, réduit l'incidence des erreurs médicales en Afrique en Mhm. connectant les médecins exerçant sur le continent. Mhm. C'est beau, mais ça n'explique pas vraiment Ouais, ce que vous faites. pourquoi. Mais Ouais, c'est parce que je t'ai pourquoi vous le expliqué, faites? il y a erreur Mhm. médicale à cause de ça, Ouais, ça, ouais. ça, que tu Mhm. comprends comment ma solution règle le problème. Mhm. Donc, c'est Donc, il cet faut exercice toujours que moi essayer j'invite beaucoup d'entrepreneurs. de remonter le problème au moins Et il à faut 4 monnayer le questions en problème. avant pour pouvoir comprendre en profondeur pourquoi est-ce que le problème existe pour pouvoir mieux le. Voilà. Ouais. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais si aujourd'hui Rema, j'en parle pas souvent, mais je crois Mhm. que c'est une opportunité pour un canal qui m'est offert pour parler aux autres entrepreneurs Mhm. qui nous suivent. Mhm. Si aujourd'hui nous on a, en tout cas, sur scène, quand les trucs de pitch, les compétitions Mhm. de pitch, à un moment c'est impossible qu'une startup puisse s'en sortir en Afrique sans ces concours-là. À un moment Ouais. donné, tu es obligé de passer par Tu n'as pas là, le et c'est choix parce important qu'il de y a. passer par là. Ouais. Mhm. Si tu passes pas par là, il y a des choses que tu comprendras jamais et tout. Et déjà, il y a des aptitudes que tu n'auras jamais. Donc, si Mhm. aujourd'hui, nous, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai participé à ce genre de Mhm. concours de compétition, on a souvent eu le premier prix, mais c'est parce qu'on a Mhm. pris le temps Ouais, de ouais. D'ailleurs, au pouvoir Maroc où tu es venu beaucoup de poser. fois, je rappelle, au Maroc où tu as ramené beaucoup de Voilà, prix il n'y a avec pas de Inouï et autres. hasard, c'est pas de la chance, Ouais, non, ouais. c'est pas que j'ai une belle tête, ou c'est pas que Mhm. non, les autres, non. Il y a juste eu un travail qu'il faut faire, maîtriser Mhm. sa problématique, avoir une connaissance de son marché, Mhm. comme si sa vie en dépendait, quoi. Ouais, Pour ouais. moi, là, il y a trois choses qui différencient. Tu vois, à chaque fois que tu m'amènes vers la télémédecine, moi, je vire toujours vers l'entrepreneuriat. C'est important, justement. En tout cas, c'est dans cette partie qu'on est actuellement. Là, maintenant, on est sur la thématique d'entrepreneuriat et tu es libre, voilà, de parler de tout ce que tu as appris Ah en ben tant que super, super parce que entrepreneur la et tu télémédecine, peux, tout ça, ça ouais. devient chiant. On a Donc, en beaucoup. fait, il y a trois choses, selon moi. Il y a la connaissance que l'entrepreneur a de son marché. Et quand on dit connaissance de marché, c'est pas seulement je connais quelques concurrents, non. Tu dois connaître ton marché mieux que ton propre frère, en fait. Ouais, ouais. C'est sincère parce que le marché est dur. Et je vois plein de startups qui ont des problèmes parce qu'ils connaissent pas le marché. Ils Mhm. prennent pas le temps de connaître le marché. Connaître le marché, c'est connaître tous les chiffres liés au marché, Mhm. connaître ses clients, tous ses segments clients Où jusqu'au ils détail, comment sont. ils se Ouais, brossent le ouais. matin, limite quoi. Voilà. Donc connaissance du marché. Et puis Mhm. il faut avoir une vision, donc une Mhm. vision d'entreprise à long terme. Et quand on dit vision, c'est pas un truc, je sais pas, Assez banal c'est pas juste une phrase. Les gens pensent que la vision c'est juste une phrase. Non, la vision c'est Mhm. vraiment là où tu veux voir ton entreprise Aller. vraiment dans 10 ans de manière factuelle. Pas Mhm. juste une phrase bien faite et tout. Voilà. Et puis, troisièmement, il y a l'exécution. Il y a une chose qui fait la différence entre Mhm. deux entrepreneurs, c'est l'exécution. Et C'est l'exécution, ça passe par l'exécution. L'exécution, ouais. l'exécution. Et L'exécution. ça fait la différence toujours. Et pour moi, Absolument. c'est les trois choses que les investisseurs y voient.
C'est la vision, c'est la connaissance du marché. Tu dois pouvoir impressionner les gens en face de toi. Tu maîtrises tout ce qu'ils disent, même avant qu'ils ne le disent. Et troisièmement, exécuter comme un fou, tout simplement, parce que c'est très dur. Donc, si je résume ta stratégie pour avoir gagné autant de prix dans l'entrepreneuriat, c'est premièrement la connaissance du marché, Oui, c'est l'exécution et quoi d'autre? oui. Si tu peux nous Et dire puis comme la ça, vision. voilà, la vision. Et puis la vision. Et il faut également ben ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Mais en même temps, il y a l'autre étape qui est le scale. Tu vois, Ouais, aujourd'hui, ouais. nous, on est présent dans 4 pays. Enfin, on a des utilisateurs dans une vingtaine de pays, mais on est opérationnellement présent avec des Mhm, locaux dans 4 pays aujourd'hui, le Bénin, le mhm, Togo, la Mauritanie, mhm, et puis le Cameroun. Voilà. mhm. Et la difficulté, moi, enfin, c'est rare. Là, je parle de l'écosystème francophone surtout. On a du mal à voir les startups pouvoir s'internationaliser alors que c'est important. Ouais, ouais. C'est Dans pas startup, il y a international, quoi. Genre, c'est, absolument. c'est- c'est un passage obligatoire, voilà, Mhm, de pouvoir passer à l'échelle. Et c'est mhm, dur enfin, c'est pas rare, c'est très fréquent de voir des startups qui ont 5 ans mhm. d'existence, qui sont sur le Et marché, qui mais qui sont toujours dans le même pays. le même pays. Je pense qu'à un Est-ce que moment, tu il penses que faut. c'est un manque d'ambition? Est-ce que c'est dû à un manque d'ambition ou c'est Exactement, et ou j'allais en venir. ouais. Il y a clairement, pour moi, le scale, c'est trois choses. Mhm, C'est d'abord l'ambition. mhm, Et l'ambition, on aura beau dire ce qu'on veut, c'est d'abord l'ambition, c'est-à-dire vouloir le faire, aider par le fait de le faire. Parce que mhm, rien ne m'oblige à m'internationaliser. mhm, En réalité, je peux rester dans mon confort douillet. mhm, Chaque entrepreneur peut rester dans son confort, rester dans sa clientèle actuelle et mhm, continuer sa vie, quoi. Mais mhm. tu ne bâtiras jamais quelque chose d'aussi grand que tu le veux. Il Je n'y a vois. pas l'ambition derrière. Donc, l'ambition, c'est vraiment le moteur du skill. Mhm, Deuxièmement, c'est les hommes. Il faut savoir que l'internationalisation, c'est les hommes. mhm. Tu peux avoir le produit le plus digital possible, le plus online possible et Ouais. penser tout réglé. Crois-moi, tu te trompes. Ça ne Deux se passe fois. pas comme ça. C'est des hommes. Tu dois parler Mhm, avec des gens, recruter des gens mhm, et onboarder des gens dans ton entreprise, les faire mhm. travailler, qu'ils exécutent, leur donner, les former. Et c'est les gens. L'internationalisation, c'est les gens d'autres pays, en fait. C'est Donc, les gens du pays où tu veux aller, c'est-à-dire c'est pas forcément les gens de ton pays que tu exactement. l'amènes là-bas en fait. Non, 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 non. Mais ça, on peut laisser libre choix hein, à l'entrepreneur en fonction de son secteur, en fonction de son marché, en fonction des Mhm, spécificités de mhm, son domaine d'activité, de pouvoir voilà, envoyer les gens de son pays qui maîtrisent déjà le business localement, les déplacer, les déloger dans un autre pays, ou soit mhm. recruter localement dans les pays où ils souhaitent s'implanter. Ça, chacun le verra. De toute façon, il y a l'ambition, et puis il y a les Mhm. hommes, et puis troisièmement, il y a un truc qui revient encore, c'est l'exécution. Faut exécuter L'exécution, comme si sa absolument. vie en dépendait, tout simplement. Et c'est mieux si tu es célibataire avant de scaler. Tu as vraiment des problèmes. Oui, ou soit tu as une femme extraordinaire qui te soutient, Ouais, sinon ouais, c'est grave, sinon ça c'est sera compliqué. compliqué. Alors, justement, Voilà. tu parlais de connaissance du marché. Alors, est-ce que c'est Oui, pas mieux de prendre des gens qui sont dans le pays parce que eux, ils ont une connaissance du marché local, parce que il y a la connaissance du business, et ça, je pense que les gens de ton pays sont mieux habilités parce qu'ils sont avec toi. Mais quand tu vas dans un autre pays, il y a des gens il y a la réalité du marché de ce pays-là, il y a une culture. Lequel est le exactement. plus important? Est-ce que c'est la connaissance du business ou c'est la connaissance du marché où on va, selon toi? Déjà, la connaissance du business, ça c'est le travail du CEO. Hein. Mhm, Du CEO, c'est celui qui connaît son business. C'est à lui de transmettre cette connaissance-là à ceux qui recrutent et tout, et à mhm, ses collaborateurs. Donc, la connaissance du business, selon moi, c'est pas ce qui fait la différence, quoique dans certains secteurs, tu mhm, as besoin de partir de quelque chose. mhm, Ouais, tu peux pas prendre quelqu'un qui est complètement dans un autre domaine et vouloir lui transmettre ton métier, voilà, ton mhm. cœur de métier, forcément. Donc, Absolument. tu es obligé de partir d'un certain profil qui fit d'une certaine manière avec ton secteur. Mhm, Et, 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 et deuxièmement, il y a la connaissance du marché, donc mhm, le marché local. Ça, c'est toujours le travail de l'entrepreneur. On n'a pas mhm. besoin d'être dans un pays avant de connaître le marché de ce pays-là. Parce que Aujourd'hui, on a les choses se Internet. sont. Absolument. Exactement. Et les choses se sont globalement uniformisées dans la plupart des régions, on va dire, des régions du monde. Mhm, Donc, on n'a pas besoin d'être
d'avoir un local, enfin, des gens locaux Ouais, des gens locaux. donc, tout ça pour dire que c'est vraiment c'est quoi le troisième point, rappelle-moi. Oh, merde. L'humain, Donc, c'est l'humain il y a, il y ou. a, il y a, il y a la connaissance du business, la connaissance Mhm, du marché, mhm. et puis tu avais L'humain. dit un troisième truc. Et puis Tu as quoi? parlé de l'humain, des humains, de la part de l'humain Des yeux. de la part de l'humain, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire L'humain. l'humain, l'être humain, c'est-à-dire L'humain, c'est communiquer. ça. Oui, ça va communiquer Non, non, avec les non. En gens. fait, je voulais parler de la culture. Voilà. Ouais, ouais, de la Donc, les culture. deux choses, donc la connaissance du business, la connaissance du marché, tout ça, c'est des choses que l'entrepreneur, c'est la responsabilité de l'entrepreneur. Il doit faire ses devoirs pour pouvoir transmettre ce qu'il a appris de son marché et tout. Mais vraiment, ce qui fait la différence d'un pays à l'autre, c'est la culture. Et pour Mhm. ça, tu es obligé d'avoir des locaux dans ton équipe Absolument, pour te absolument. transmettre la culture d'un pays. Parce que c'est pas un truc que tu peux lire sur Internet. C'est pas un truc que tu peux apprendre sur Internet. La Ça culture, se il faut vit, aller dans quoi, le là. pays. La culture, ça se Ça se vit, il vit. Il faut faut parler discuter avec les avec les gens. gens. Ouais, ouais, Et nous, on l'a vécu de plein fouet en ouais, Mauritanie. On ouais, a dû ouais. changer tous nos supports de communication parce qu'aucun de nos messages ne passait. On a dû travailler Ouais. à la fois en La, arabe, en la français, tu langue vois. locale, ah, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc c'est pour moi le truc le plus important dans ce sens, c'est la culture. C'est pas la connaissance du marché, c'est Mhm, pas la connaissance du business, c'est vraiment la culture qui oblige à prendre des locaux, mhm. des résidents du pays dans son nom. Voilà. Je vois. Alors, pour revenir à ton parcours entrepreneurial, ça fait Oui, aujourd'hui, je pense, 3 ans que tu as lancé Rema. D'après toi, c'est quoi oui. là où les plus grosses erreurs que tu as commises, celles qui t'ont vraiment les plus marqué et qui t'ont Ouh! permis d'apprendre le maximum de choses que tu n'aurais. Oh, mais on a fait plein d'erreurs, genre. Ouais, ouais, Je peux dire tous les gens, je peux dire la norme, c'est de faire des erreurs. ouais, ouais. Et puis par moment, tu as des Ouais. illuminations. De temps en temps, tu as les idées. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est très compliqué, et surtout quand tu es dans l'industrie, enfin, ou dans des innovations disruptives comme Mhm, la nôtre, où tu n'as pas de repère, tu n'as pas de référentiel pour te dire, ben, cette personne a fait ça comme ça, je ouais, vais ouais. essayer de voir comment il a fait pour le Comment faire. il a Donc, fait tu es pour obligé pouvoir de tout t'adapter? réinventer, en fait. Je vois. Voilà. Et l'une des erreurs dont je me rappelle là, je ne sais pas de les classer, hein, donc je dis ce dont je me rappelle. Je Mhm, crois en 2018, mhm, on, on avait des problèmes de trésorerie parce que tu sais, c'est bien marrant de fonctionner sans salaire, sans chiffre mhm. d'affaires, Ouais, un ouais. an. Mais au Mhm. bout de 24 mois, ça devient chiant, quoi. Tu Donc, commences à ressentir, quoi. Tu commences à ressentir le besoin de. voilà. Donc là, nous, on était dans une phase comme ça en 2018. Et puis, on a été obligé, voilà, de monter une première version de notre outil qui est à la base de notre modèle économique aujourd'hui. Donc, Mhm, j'allais vers les clients que je démarchais, que je mhm. prospectais et tout. Et donc, il y avait plein d'objections parce que l'outil était vraiment un MVP. C'est même moins Mhm. qu'un MVP dans le temps. Ouais, ouais. C'était pas encore la solution Donc, finale. exactement. Donc, mais quand même, les clients payaient, ils utilisaient et ils ont fait plein d'objections. C'était, Alors, ben, c'était qui votre tes clients? communauté, C'était elle des n'est pas entreprises encore. qui ciblaient les médecins? C'était ou des gouvernements Exactement, ou. c'était Ouais, ça. ouais. Non, c'était D'accord. des entreprises. Donc, Mhm. ils disaient, ben, votre cible et tout, en tout cas, votre audience, c'est Audience. pas assez volumineux pour nous. On est prêt Mhm, à payer plus si vous pouvez avoir plus de monde. mhm. Et ben, nous, on a dit, OK, super. Donc, utilisez, payez-nous, et puis on va utiliser l'argent Ouais, pour pour pouvoir avoir plus de monde. plus de monde. Sauf que dans le temps, je prospectais au Bénin, tu vois, parce que nous, on a un modèle de monétisation de notre audience qui est vraiment territorial. Et notre Mhm, outil est vraiment fait comme ça. mhm, Donc, on peut, par exemple, enfin, générer des revenus au Bénin et sans le faire dans les autres pays, mhm. dans un certain nombre de pays, sans le faire dans d'autres pays, parce qu'on veut atteindre un certain niveau un certain seuil avant de pouvoir lancer notre offre commerciale sur certains marchés. Bref. Mhm, Et quand ils ont dit, voilà, donc ils nous ont payé. mhm. Et moi, au lieu d'investir Ouais. ces sous-là qu'on a Ouais, que vous avez ramassés dans reçu. le temps Mhm, dans de l'acquisition mhm. locale Du Bénin, Bénin. puisque Mhm. les clients que j'avais de toute façon, c'était des clients qui étaient locaux, Ok. enfin locaux. Mhm. Ben, moi, je voulais plein de monde. Je dis, mais non, Rima, c'est réseau des chirurgiens de médecins d'Afrique. Donc, pourquoi je vais cibler les Que médecins le, du Bénin? que le Non. Bénin. Utilisons tout l'argent et puis invitons tous les médecins d'Afrique à venir. Du coup,
On a eu la croissance qu'on voulait, donc les gens sont venus en masse. Mais les gens sont venus en masse, mais proportionnellement, on n'a pas eu beaucoup de gens qui sont venus du Bénin. Ouais, ouais. Du coup, on a bousillé tout l'argent, on a brûlé tout l'argent, et puis on avait toujours les mêmes problématiques d'audience auprès des clients actuels qui étaient prêts à payer. Je vois. Donc, c'est voilà. important de croître d'abord localement, c'est-à-dire puisque exactement. il te faut une base critique pour pouvoir monétiser, quoi. Il te faut une base critique pour pouvoir monétiser. Donc, c'est. Exactement. Ouais. Et ça, je crois que c'est une erreur, et en même temps, il y a la leçon qui vient derrière. Donc, et ça vraiment nous a vraiment guidé sur la manière dont on oriente aujourd'hui et dans quoi comment on gère notre acquisition marketing aujourd'hui. Donc, il y a plein d'autres erreurs comme ça. Hein. Il y en a plein. Ça fait partie, en tout cas, du parcours et de l'aventure entrepreneuriale, quoi. Ouais. Mais je crois que la plus intéressante en termes de skills, c'est vraiment celle-là. Celle-là. Donc, y aller étape par étape, savoir que on peut avoir une grande vision, mais il faut toujours commencer localement. petit. Toujours commencer local, petit. Toujours commencer local, petit. Voilà. Ça, moi, je vais le noter très bien dans mon carnet en noir sur blanc parce que je pense mais que voir grand quand même, comme on le dit. ouais. Voir grand et commencer petit. Je pense que tout le monde le sait. Même exactement. Et Amazon et autres, ils ont commencé à petite échelle. Ils ont ciblé le monde, mais ils ont commencé aux États-Unis, dans le quartier, dans la ville, et ainsi de suite. Exactement. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que tu ne peux jamais apprendre en parlant à beaucoup de personnes à la fois. Ouais. C'est juste impossible. Déjà, vous êtes 2, 3 personnes. Vous ne pouvez pas parler au monde entier et gérer le service client du monde entier. À 3, c'est juste impossible humainement. Donc, ça sert à rien de vouloir parler au monde entier dès le premier jour. Parlez déjà à ceux qui sont chez vous. le maximum d'enseignement, optimiser le service, et puis après, vous pouvez aller parler à d'autres marchés et être confronté seulement à des problèmes de culture plutôt que d'être confronté potentiel 1000 aux problèmes locaux auxquels vous seriez confronté initialement. Voilà. Je vois. Voilà. J'aimerais te poser une question un peu plus profonde. C'est quoi ta définition de la réussite? Toi, comment est-ce que tu définis la réussite? Waouh. Sincèrement. Déjà, je pense que la définition est personnelle à chacun. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est personnelle à chacun. Et moi, je pense que il y a 2 choses. Moi, je ne sais pas si on peut vraiment parler de réussite ou d'échec. Je crois qu'on peut parler d'échec. Il faut pas confondre la réussite et le succès, parce que le succès, c'est autre chose. Le succès, c'est gagner des clients, gagner de l'argent. Voilà, c'est aller conquérir le monde, mais la réussite, c'est quelque chose de plus personnel. Oui. Oui. Et je crois que dans ce sens, justement, cadré comme ça, je pense que la réussite, pour moi, c'est 2 choses. C'est le bonheur ou la gloire. C'est soit le bonheur, soit la gloire. Et donc, il faut faire son choix. Donc, tu choisis. Tu es entrepreneur parce que tu veux être glorieux. Ou parce que tu veux détruire tout comme Mark Zuckerberg et tout. Voilà. Ou Elon Musk et tout. Tu vois, c'est des gens glorieux, ça. Ceux-là, ils ont sacrifié leur vie privée, sacrifié je sais pas combien de divorces et tout. Tout sacrifier, leur famille et tout au profit de cette gloire-là. Est-ce que tu es pour ça? Et là, ça définit ton succès. Tu mesures ton succès par rapport à la quantité de gloire que tu as, de reconnaissance que tu as. Ou c'est le bonheur. Et aujourd'hui, le bonheur, tu peux pas être heureux sans avoir un certain bonheur familial, tes proches à côté et tout. Donc, est-ce que tu peux choisir les pour deux? le bonheur? Moi, je pense que non. Je pense que non, tu ne peux pas choisir les deux. On peut choisir un et puis changer en cours de chemin. On peut être gloire aujourd'hui et puis devenir bonheur demain. Voilà. Mais les deux en même temps, c'est impossible. Tu peux avoir le beurre à la langue du beurre, comme on dit chez nous. Exactement, c'est ça. Alors, voilà. Cédric, aujourd'hui, on est en train de vivre une période en Afrique qui est assez remarquable. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre. Il y a pas mal de choses qui se passent sur le continent. J'aimerais savoir, toi, quels sont tes espoirs pour l'avenir du continent? Qu'est-ce que tu souhaites pour l'Afrique? Et quelle est ta vision de comment est-ce que les choses vont évoluer dans les prochaines années sur le continent? Ok. Déjà, moi, honnêtement, j'avoue publiquement, je ne suis pas panafricaniste, tout, non. Mais je fais partie de ceux qui ont une vision pour l'Afrique, mais de la manière la plus intellectuelle possible et de la manière la plus
drivés par les solutions, bien les propositions de solutions possibles. Donc, je crois que l'Afrique, c'est un continent d'opportunités, comme tout le monde s'entraîne à le dire aujourd'hui. Et la vraie force de l'Afrique aujourd'hui, c'est la quantité d'opportunités qu'il y a dessus, premièrement, et la jeunesse de sa population. Ça, c'est une différence énorme par rapport aux autres continents sur laquelle nous, en tout cas, le continent pourra capitaliser et essayer de rattraper un tant soit peu son retard sur les autres continents. Donc, moi, mon espoir, c'est vraiment dans les opportunités qu'il y a encore à prendre en Afrique. Il n'y a plus grand chose à faire dans les pays occidentaux. Voilà. En tout cas, les choses qui restent à faire là-bas, c'est pas vraiment accessible aux jeunes Africains. Absolument. Parce on est à un autre niveau il faut des moyens déjà, ça demande beaucoup. Exactement. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, il y a sa jeunesse. Donc, les opportunités et la jeunesse. C'est vraiment les deux atouts pour moi de l'Afrique aujourd'hui pour pouvoir prendre la place qui est la sienne sur l'échiquier mondial. Voilà. Super. Cédric, nous sommes sur le point de clôturer cette interview. En guise de conclusion, qu'est-ce que tu souhaites dire aux entrepreneurs qui nous ont suivis? C'est quoi le message que tu as envie de faire passer à ceux-là qui nous regardent et qui veulent entreprendre, certains et d'autres qui entreprennent déjà? Qu'est-ce que toi, tu veux leur passer comme message? J'ai jamais su quoi répondre à cette question, honnêtement. Mais bon, il y a des questions que je ne sais vraiment pas quoi répondre. Dans genre, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner? Ce genre de questions, je ne sais pas parce que. Tout ce qui te passe par la tête en tout cas. Ouais, c'est tellement vaste. Le produit, tu as tellement de conseils. Si tu prends le marketing, tu as tellement de conseils. Tu prends les opérations. En tout cas, ceux qui t'ont le plus marqué dans ton aventure, ceux qui t'ont le plus marqué dans ton aventure et que tu penses vraiment que tu devrais le transmettre. Non, moi, je pense que la chose la plus importante pour rester un peu généraliste et tout, c'est de leur dire que l'entrepreneuriat, c'est dur. Moi, je ne me définis pas du tout comme quelqu'un qui est un modèle de réussite ou qui a fait quoi que ce soit. Non, je suis sur un chemin, voilà, et ce que ça va donner, j'en suis encore à ça. Et donc, si moi, aujourd'hui, c'est certain que dans l'audience et tout, il y a des gens qui me prennent comme un modèle de réussite et que moi, j'en suis encore à me dire que j'essaie de voir comment demain sera, c'est de dire à quel point c'est dur d'entreprendre en général et entreprendre en Afrique où l'accessibilité aux fonds d'investissement, aux ressources financières, aux ressources humaines et aux cofondateurs impliqués. Ici, autant dire aux gens que c'est très dur. C'est très dur et c'est une expérience solitaire. Ils seront incompris et puis c'est compliqué. Donc, il faut savoir que c'est dur, il faut se préparer. Payer le prix. Il faut se préparer. Bon, moi, je préfère parler de ce volet-là plutôt que parce que je ne vois pas dans l'entrepreneuriat la partie où il y a la partie où il y a le kiff, c'est quand tu voyages, tu fais tes trucs, tu profites et tout. Tu vois, tu prends l'argent des investisseurs, tu fais ce que tu veux avec. Tu dis, le vrai kiff en fait, le vrai kiff en fait, c'est de dire, on va lancer un nouveau marché et tout. Il faut que j'aille sur le marché là-bas pour voir et tout. Tu prends un billet d'avion. Avec les raisons. C'est que dans là, tu kiffes et tout. Bon, dès que tu arrives là, tu vois la réalité. C'est vraiment ça qui est là. En fait, le petit kiff qu'il y a dedans, sinon, en fait, des problèmes. Moi, je définis l'entrepreneuriat comme juste résoudre des problèmes et c'est le nombre de problèmes que tu es prêt. Quand je dis problème, c'est pas problème du point de vue client. C'est pas problème du point de vue utilisateur. C'est problème du point de vue entreprise. Problème du point de vue produit, problème du point de vue réglementation, problème du point de vue finance. C'est tout le temps des problèmes et il faut juste être là en train de résoudre des problèmes ou des ressources humaines tout le temps. Et ça ne finit pas. Voilà. Donc c'est dur, tout simplement. Tu nous as partagé ton expérience brillante et je suis vraiment ravi d'avoir passé ce moment avec toi. Merci pour le temps. C'est partagé. Et, merci à ceux qui nous ont regardés et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview. Cédric, bon courage à toi. Merci à moi. Merci. Dans ton aventure. Merci à toi. Et puis, bye bye. À très bientôt.